Well, it gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable and Diana's mentally imbalanced. And unfortunately, that Je seems to... n'aurais jamais imaginé qu'un silence puisse être si lourd de sens. C'était un après-midi, comme toujours, où le palais semblait figé dans le temps. Les couloirs embaumaient, le bois cirait les tapis, étouffaient le moindre pas, et l'air était imprégné d'une lenteur majestueuse, propre aux vieilles institutions. Pourtant, j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Tout a commencé par une routine, du moins le croyais-je. Une inspection annuelle, une promesse que je m'étais murmurée en acceptant mon nouveau titre. Une promesse que peu de gens connaissent, celle de veiller sur l'héritage de Diana, non par obligation mais par conviction. Une sorte de culpabilité morale, une voix intérieure qui me disait que quelqu'un devait le faire et que j'étais la seule à pouvoir et à vouloir écouter. Je pénétrais dans l'aile du Héron, une pièce silencieuse où la lumière filtrée par de hauts vitraux projetait des reflets dorés sur le sol. Un parfum de cire d'abeille et de vieux bois flottait dans l'air comme un manteau. Chaque objet dans cette pièce recelait sa propre histoire, son propre souvenir, son propre rapport au passé. Et je ressentais le poids de toutes ces histoires à chaque fois que je m'y tenais. À côté des boîtes de bijoux de lettres et de documents reposait l'épais registre vert. La clé de tout. Chaque bijou, chaque photo, chaque bracelet avait une place numérotée et une histoire qui prenait vie au bout de mes doigts. J'ai feuilleté les pages comparant les cases et les étiquettes. Tout semblait clair, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Au début, j'ai cru m'être trompé, avoir sauté une page ou mal lu une étiquette. Mais en revenant en arrière, en revérifiant, en regardant encore, j'ai senti la froide réalité m'étreindre. 2 cases étaient vides là où elles n'auraient jamais dû l'être. D'abord, les perles Spencer, le collier que Diana portait lors de son mariage avec Charles. Pas un simple bijou, mais le symbole d'un conte de fées qui s'est finalement effondré. Puis vinrent les boucles d'oreilles en perles du Qatar, un cadeau diplomatique, chacune ornée de microgravures impossibles à reproduire. Elles avaient disparu, pas déplacées, pas d'erreur d'étiquetage, disparues. Je me suis approché des boîtes, je les ai ouvertes et j'ai ressenti un vide presque palpable. Aucune trace de poussière, aucun dommage aux serrures, aucune alerte du système de sécurité. Tout était intact, parfait, comme si les bijoux n'avaient jamais existé. Une absence qui résonnait plus fort que toute présence. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis forcé à me calmer. La panique n'arrange personne, surtout pas dans un palais où la moindre émotion peut être mal interprétée. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé William. Non pas que je ne sache pas quoi faire, mais parce que cela faisait aussi partie de son passé et de notre présent. Je sentais la tension dans ma voix quand je lui ai dit que quelque chose n'allait pas, que les bijoux de sa mère avaient disparu. Le silence qui a suivi en disait long. Il est arrivé aussitôt. Après avoir raccroché, je jetai un dernier coup d'œil autour de moi. L'atmosphère avait soudainement changé froide, presque hostile. Comme si quelqu'un s'était caché derrière les murs et m'avait manipulé en me faisant croire que j'étais le seul à m'en soucier vraiment. J'essayais de rester rationnel, qui y aurait accès. Pourquoi seulement ces 2 pièces? Pourquoi une exécution si parfaite? Rien, absolument rien ne laissait présager une simple erreur. Tout indiquait un plan. Pendant que j'attendais, mes pensées se tournèrent vers Diana. Une femme que je n'avais jamais rencontrée mais dont la présence était palpable au quotidien. La mère de mon mari, la grand-mère de mes enfants, la voix derrière tant de souvenirs chers à William. J'éprouvais un mélange de colère et de tristesse. Non pas pour les perles elles-mêmes, mais pour ce qu'elles représentaient. Elles étaient bien plus que de simples bijoux. Elles étaient une promesse faite à Charlotte à qui appartiendrait un jour tout ce qui avait appartenu à sa grand-mère. Quand William entra, je le vis immédiatement, ce coup était plus dur pour lui que pour moi. Son visage était tendu, ses yeux sombres. Il regarda la caisse, les boîtes vides, et je vis quelque chose se briser en lui, silencieux et presque imperceptible. Nous n'eûmes rien à dire. La vérité était déjà là entre nous. Ce soir-là, nous avons passé en revue les systèmes de sécurité. Des heures de vidéos, de journaux de code. Soudain, un détail a surgi, un journal d'accès incohérent. Une date qui n'aurait dû rien signifier si ce n'est que quelqu'un s'était introduit dans les locaux et savait parfaitement comment désactiver temporairement le système de sécurité. Un nom que j'aurais préféré ne jamais entendre dans ce contexte. Le nom qui a tout changé. Et c'est ainsi que tout a commencé. Non seulement le mystère de 2 joyaux disparus, mais aussi la fissure dans des fondations que nous pensions suffisamment solides pour supporter une couronne. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire au sein d'une famille royale sans que personne ne s'en aperçoive? Comment empêcher la loyauté de se transformer en ambition? Comment savoir quand une famille cesse d'être une famille? Voilà les questions que je me posais ce premier jour sans me douter qu'il ne s'agissait que du début d'une tempête qui allait se révéler bien plus dévastatrice que la disparition de 2 joyaux. Je savais que les palais recelaient des secrets, mais je n'avais jamais réalisé leur profondeur avant d'en être moi-même victime. Cette nuit-là, après la découverte du premier document, j'eus l'impression de me perdre dans un labyrinthe construit par des générations de personnes habituées à dissimuler des choses. Non seulement des objets matériels, mais aussi des intentions, des erreurs, des ambitions, des faux pas.
Tout ce qui fuit était soigneusement réécrit par des conseillers des protocoles et une tradition qui semblait privilégier la vérité. Au fil de ma visite avec William et la sécurité, il devint évident que la disparition des bijoux n'était pas un incident isolé mais un signal. Un changement de pouvoir et de confiance que nous avions longtemps refusé d'admettre. L'aile du héron fut conçue comme l'une des pièces les plus sécurisées du palais, non pas pour les joyaux de la couronne mais pour les archives personnelles. Et les archives personnelles sont plus dangereuses que les diamants, elles renferment des souvenirs, des souffrances, des preuves. L'accès à cette pièce était strictement interdit, sans authentification biométrique. 2 systèmes étaient utilisés, la rétine et les empreintes digitales. Non par méfiance, disait-on, mais par prudence. Pourtant, ce même système de sécurité s'est révélé être le point faible exploité par une personne mal intentionnée. Ce que j'ai immédiatement ressenti sans oser le dire à voix haute, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent jamais au palais, chacun dépend de tous, mais personne ne fait vraiment confiance à personne. La loyauté est fragile, les positions sont éphémères, et le pouvoir change les gens plus vite que l'amour ne saurait le faire. Le technicien de sécurité désigna l'écran. Une entrée datée du 9 avril, le système affichait un nom suffisamment important pour contourner le protocole. Un nom qui paralysa tout le monde, non par surprise mais par reconnaissance. Car rien n'est jamais dû au hasard dans un palais. J'ai vu William se figer à l'apparition de ce nom. Sa respiration changea, ses épaules se soulevèrent légèrement, presque imperceptiblement, mais douloureusement visible pour ceux qui le connaissent aussi bien que moi. À ce moment précis, j'ai compris toute la portée de la chose. Non seulement à cause de la personne mentionnée, mais aussi à cause de ce que cela impliquait qu'une personne portant un titre royal soit prête à commettre un acte non seulement contraire à l'éthique, mais impensable. Surtout lorsqu'il s'agit d'héritage, un mot qui pèse plus lourd que l'or. Le système avait tout enregistré sauf ce qui avait été ouvert. Les journaux ne révélaient aucune tentative de forçage, aucun code falsifié. Tout était impeccable, propre et exécuté avec professionnalisme. Ce qui rendait la chose d'autant plus inquiétante. Quelqu'un n'avait pas simplement saisi une opportunité, quelqu'un avait mis en œuvre un plan avec expertise, accès au protocole et surtout la certitude que personne ne se douterait de rien, ni n'oserait l'arrêter. C'était peut-être là le plus troublant, cette confiance absolue dans l'impunité. En examinant les rapports plus en détail, nous avons constaté que les caméras de l'aile Héron n'étaient pas tombées en panne ce jour-là. Non, cela aurait été trop évident. Elles avaient été temporairement redirigées. Un flux différent avait été envoyé au serveur provenant d'une pièce complètement différente. La personne qui avait accédé au système connaissait parfaitement son fonctionnement. Un étranger n'aurait jamais pu faire cela. Il s'agissait d'informations confidentielles, une fuite d'informations. J'ai ressenti un mélange de colère et de déception en réalisant qu'il ne pouvait s'agir d'un malentendu. C'était intentionnel. On fait parfois des erreurs par maladresse, mais là c'était de la précision. Une précision froide et délibérée utilisée à des fins personnelles ou plus dangereusement encore pour faire passer un message. Mais quel message? Et pourquoi à travers des bijoux d'une telle valeur sentimentale? Le palais me parut soudain moins sacré, moins majestueux. Les murs qui jadis abritaient une histoire familiale séculaire semblaient désormais murmurer. Chaque pas y laissait un écho impossible à ignorer. Je compris que les responsables connaissaient les failles, leurs points faibles, leurs zones de prédilection et surtout leurs zones d'ombre. Dans ce monde, les hiérarchies priment parfois sur la vérité. Plus on est haut placé, plus on est en sécurité. Mais jusqu'où faut-il aller pour croire qu'un héritage historique peut nous revenir, que la mémoire d'une princesse disparue puisse être réécrite à la légère par quelqu'un qui s'estime y avoir droit? Quand j'ai posé cette question, non pas à voix haute, mais silencieusement dans mon esprit, la réponse est venue plus vite que je ne l'aurais cru, et pourtant, pas assez vite. Car au fond de moi, je le sentais déjà, il ne s'agissait pas d'une simple intrusion, pas d'une impulsion. C'était un acte né d'un mélange complexe de jalousie, de position, de pouvoir, et peut-être même d'une lutte silencieuse qui couvait en moi depuis des années. Je me demandais quelles autres portes s'étaient discrètement ouvertes depuis. Quelles histoires avaient été déplacées, quels souvenirs subtilement réorganisés. Car qu'est-ce qu'un palais sinon un ensemble d'histoires soigneusement agencées? Et que se passe-t-il lorsqu'une personne décide qu'une histoire particulière ne lui est plus utile? Dans les heures qui suivirent, qu'il devint évident que ce n'était que le début, que la structure du palais, aussi solide qu'elle paraissait, était dissimulée sous un réseau d'interdépendance qui pouvait s'effondrer au moindre choc. J'éprouvais de la peur certes, mais aussi de la détermination. Car si quelqu'un pensait que je laisserais passer cela, il me connaissait moins bien que je ne le croyais. Alors que la nuit s'épaississait et que les pièces alentour s'obscurcissaient, je sus que quelque chose d'encore plus grand allait se produire. Un moment où non pas les journaux de bord, non pas le système, mais la réalité elle-même laisserait tomber son masque. Et ce moment allait arriver plus tôt que je ne l'aurais jamais imaginé.
Je m'attendais à ce que la vérité finisse par éclater, mais jamais à ce que cela se produise sous des lustres en cristal, tandis que des diplomates dégustèrent du vin et que l'air ait été imprégné de ce mélange caractéristique de sourire poli et de jugement soigneusement dissimulé. Parfois, je me demande si les palais ne sont pas construits précisément pour cacher cela, les émotions qu'il ne faut pas montrer, les tensions qu'il ne faut pas exprimer. Mais ce soir-là, lors du gala commémorant l'œuvre humanitaire de Diana, la voix d'un enfant a déchiré cette façade comme un éclair. Et j'étais là en plein cœur de la scène. 2 jours s'étaient écoulés depuis la disparition des boucles d'oreilles en perles du Qatar et des perles Spencer. 2 jours de nuit trop courtes de conversations interminables et de pensées obsédantes. William et moi avons gardé le secret, non par lâcheté, mais par instinct de protection. Non pas pour nous-mêmes, mais pour les enfants, et oui même pour l'institution. Car si le pouvoir est séculaire, la réputation peut s'effondrer en un instant. Ce soir-là, j'avais l'air calme, même si je ne le ressentais absolument pas. Ma robe d'un bleu profond aux reflets subtils avait été soigneusement choisie pour rappeler la célèbre bague saphir de Diana. Certains pensent que l'espoir réside dans les mots, mais je le trouve dans les symboles. De petits rappels discrets qui me relient à une personne que je n'ai jamais rencontrée, mais dont je ressens toujours la présence. William se tenait à mes côtés, élégant et serein, mais les cernes sous ses yeux trahissaient la difficulté de ces derniers jours. Le gala s'est déroulé lentement avec des discours interminables et des interventions où chacun s'efforçait de donner l'impression de connaître Diana personnellement. Je les entendais, mais en même temps j'étais ailleurs, devant la loge vide, dans l'aile du héron, devant le rapport, devant le nom inscrit dans les registres. J'ai alors senti une légère traction sur ma main. Georges. Son visage rayonnait comme seul un enfant peut le faire dans une pièce où chacun se comporte comme un adulte. Je me suis penché vers lui, prêt à répondre à l'une de ses questions innocentes. Mais ses paroles ont bouleversé mon monde. Pourquoi Laura porte-t-elle les boucles d'oreilles de sa grand-mère? L'air sembla s'immobiliser un instant. Je suivis son regard et je les vis. La forme exacte, l'éclat parfait, le délicat travail d'or autour des perles doubles. Les boucles d'oreilles en perles du Qatar. Celles que nous avions découvertes 2 jours plus tôt avaient disparu sans laisser de traces. Mon cœur battait la chamade comme s'il allait exploser. Je sentais mes doigts se raidir. La pièce semblait se rétrécir comme si les murs se refermaient sur moi. Ironie du sort, ce n'était ni un rapport de sécurité, ni un technicien, ni une équipe d'enquêteurs qui avait révélé la vérité. C'était un enfant qui racontait simplement ce qu'il avait vu. Je restais cloué au sol, mais je me forçais à bouger. D'abord, je regardais Georges, ses yeux bleus emplis de confusion. Puis William. Il me regarda droit dans les yeux, et à cet instant, nous comprîmes tous deux que la situation nous échappait désormais. Nous ne pouvions plus attendre. Nous ne pouvions plus élaborer de plans. Nous ne pouvions plus manœuvrer prudemment. La vérité était là, visible à tous. L'atmosphère avait changé si rapidement que c'en était presque surréaliste. Là où régnait auparavant une conversation animée, un silence pesant s'était installé. Les regards passaient de Laura à moi, à William de William, à oui à Camilla, car certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. Je me suis approché de Laura. Elle avait vu ce qui s'était passé avant même que j'arrive. Son sourire s'est effacé. Sa main s'est portée machinalement à son oreille, comme pour vérifier une dernière fois si elle portait encore ses boucles d'oreilles. J'ai ressenti une pointe de pitié. Mais la pitié ne saurait remplacer le jugement. Quand je lui ai demandé où elle avait trouvé ses boucles d'oreilles, j'ai entendu ma propre voix comme venue de loin. Calme. Trop calme pour la tempête qui se tramait derrière. Sa réponse était hésitante, quelque chose à propos d'une vente aux enchères, d'un cadeau de maman, d'une ignorance de ce qu'elle portait. Mais je l'ai vu dans ses yeux, elle savait que quelque chose clochait. Peut-être pas quoi exactement, mais suffisamment pour me faire sursauter. L'expert que William avait appelé Harrison a confirmé ce que nous savions déjà. Son scanner était implacable. Les codes correspondaient parfaitement. Aucune réplique douteuse, aucun hasard. Les boucles d'oreilles étaient authentiques. C'étaient celles de l'aile du héron. Quand Harrison l'a confirmé, un choc a parcouru la pièce. Un choc silencieux, mais d'autant plus explosif. Un murmure d'effroi collectif, l'assistance découvrant soudain quelque chose qui n'aurait jamais dû être rendu public. Un palais aux règles séculaires exposé par la technologie et la bouche d'un bébé. J'ai regardé Camilla. La distance entre nous n'était que de quelques mètres, mais elle me paraissait interminable. Son visage était figé, non pas vide, mais désespérément calculateur, comme si elle cherchait frénétiquement une explication plausible, une histoire qui ne convaincrait personne. Et alors j'ai compris, ce n'était pas la fin du mystère. C'était le début du combat. Une bataille non pas pour des bijoux, mais pour la vérité, pour le pouvoir, pour héritage. Et peut-être même l'âme de la monarchie elle-même. Depuis cette nuit à Buckingham Palace, j'avais l'impression de ne plus simplement arpenter des couloirs, mais de suivre le réseau nerveux d'un corps en perpétuelle vibration. Les palais ont leur propre rythme, un souffle murmurant. Mais à présent, ce rythme semblait perturbé, comme si chaque pas résonnait des échos de conversations tenues, à huis clos et de regards détournés un peu trop vite.
Ce qui s'était passé au gala n'était plus un incident, c'était un signal. Une faille, et cette fissure ne traversait pas les murs du palais mais la perception du public et les structures de pouvoir qui avaient perduré pendant des générations. Moins de 12 heures après l'événement, les premiers journaux s'en emparaient. Non pas qu'une fuite ait eu lieu, pas encore, mais parce que le comportement des invités à ce gala était impossible à dissimuler. Le silence est éloquent et dans les palais, il est plus éloquent que les mots. Les tabloïds flairant quelque chose et quand ils sentent le sang, ils ne cessent de poser des questions. Ils inventent des histoires. Ils imaginent des mobiles, ils suggèrent une intrigue, et cette histoire était trop tentante pour y résister. Soudain, mon nom était partout, non plus comme Catherine mère de 3 enfants, mais comme Catherine qui défend farouchement l'héritage de Diana. Catherine qui s'accroche obsessionnellement aux souvenirs. Catherine, soi-disant, la nouvelle figure influente de la famille. C'était étrange de me voir ainsi décrite avec des mots qui ne me définissaient pas et pourtant assez puissants pour influencer l'opinion publique. Et puis il y a eu la réaction de Camilla, bien plus calculée, bien plus stratégique que je ne l'avais imaginé. Elle se retira à Clarence House, mais non sans agitation. À huis clos, elle réunit ses conseillers, des personnes qui depuis des années excellaient dans les batailles médiatiques, la manipulation de l'opinion et un instinct de survie plus proche du monde politique que de la royauté. Et ils choisirent soigneusement leur stratégie sans nier l'authenticité des boucles d'oreilles. Ils suggérèrent que les documents d'archives pouvaient contenir des erreurs, ou encore que j'étais impliqué émotionnellement, ou que j'avais manipulé les perceptions pour susciter la compassion. Le plus triste, c'est qu'en agissant ainsi, elle ne se protégeait pas, mais ne faisait que révéler ce qu'elle craignait vraiment. Non pas la vérité elle-même, mais la perte de contrôle sur la manière dont cette vérité serait dite. Pendant quelques heures, cela a presque semblé fonctionner. Certains journaux ont relaté l'histoire avec prudence et neutralité, quelques-uns même légèrement en sa faveur. Mais les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Un monde sans convenance, sans retenue. Et là, un phénomène remarquable se produit lorsque les gens sentent qu'on essaye de les manipuler, ils se retournent contre eux. En moins de 24 heures, le hashtag #Justice for Diana était en tête des tendances. Des photos d'elle portant les boucles d'oreilles en perles du Qatar ont refait surface partout, des extraits de ses discours, son sourire, ses déclarations. On se souvenait pourquoi on l'aimait. Et soudain, mon nom n'était plus associé à des mots comme obsession ou pouvoir, mais à celui de protectrice. Non pas que je le souhaitais, mais parce que le public l'a perçu ainsi, parce qu'il sentait que quelque chose clochait dans les explications données. La pression sur Camilla s'intensifiait et je le voyais même de loin. Des conseillers commencèrent à demander leur mutation. Non pas officiellement ni par rébellion, mais parce que personne ne voulait être le dernier à bord d'un navire qui coulait. J'entendais des murmures selon lesquels certains qualifiaient sa stratégie d'inappropriée, de risquée, voire de destructive. Et pourtant, tout cela n'était que la partie visible de l'iceberg. Sous cette surface, quelque chose de bien plus dangereux se tramait, les hiérarchies du palais commençaient à se transformer. Lorsque l'opinion publique change, des portes restées jusque-là hermétiquement closes s'ouvrent. Des personnes restées silencieuses pendant des années commencèrent à émettre de petits signaux, un sourcil levé, un avertissement discret, un regard perdu. Et je le sus, c'était le présage d'une confrontation désormais inévitable. Quelque chose a changé entre William et moi aussi. Pas en mal, bien au contraire. Sa détermination s'est renforcée, son désir de défendre sa mère s'est intensifié. Mais j'ai aussi vu que cela le brisait d'une manière qu'il ne voulait pas montrer. Il voulait rester calme, digne. Or, justice et dignité s'opposent parfois violemment. Nous avons discuté des prochaines étapes, à qui faire confiance, qui ne devait absolument rien savoir, et comment aborder cette situation sans nuire à la monarchie, mais aussi sans accabler nos enfants d'une histoire familiale une fois de plus manipulée. Au cours de ces conversations, j'ai ressenti un étrange mélange de responsabilité et de peur, non seulement pour l'héritage d'une femme que je n'avais jamais connue, mais aussi pour l'avenir d'une famille sur le point de se réinventer ou de se perdre. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce combat n'avait rien à voir avec des perles, des bijoux ou des titres. Il s'agissait de vérité, de savoir qui aura le droit de la garder, de savoir qui décidera de la transmission des souvenirs. Et une question douloureuse qui revenait sans cesse comme un écho dans mon esprit, et si protéger la vérité impliquait de faire la guerre à celle que le monde appelle reine, cette question me conduirait à l'étape suivante inévitable, la confrontation que plus personne ne pouvait éviter. Je croyais que le pire était passé après que la vérité ait éclaté au grand jour, mais je me trompais. La véritable bataille n'a commencé que lorsque les portes de la salle du conseil se sont refermées derrière nous. La pièce profondément dissimulée au cœur du palais de Buckingham, où ni caméra, ni journaliste, ni oreille indiscrète n'avaient jamais pénétré, ressemblait à une arène. Un lieu où les mots étaient des armes, où le silence exerçait une pression intense et où chaque regard en disait plus long que n'importe quel protocole. Le long plateau de chêne était poli à la perfection mais froid au toucher. 6 conseillers étaient assis autour des personnes qui avaient
connu William toute sa vie et qui avait déjà vu le palais se transformer, trembler et se figer. À mes côtés, William se tenait droit, les épaules fermes, les yeux d'un bleu glacial et inébranlable. Il était clair qu'il était assis là non seulement en prince, mais aussi en fils. Un fils que sa mère ne pourrait plus jamais défendre, sauf maintenant, en préservant son héritage. Et puis de l'autre côté, elle était assise, Camilla, la reine. Non pas dans le rôle majestueux que le public imagine, mais en femme luttant pour une position que l'histoire ne lui a jamais pleinement accordée. Son posture était droite, presque provocante, mais ses mains fermement crispées sur le bord de la table trahissaient une tension qu'elle ne pouvait dissimuler. Le premier à prendre la parole fut William. Sa voix était basse, posée, mais empreinte d'une détermination que je lui avais rarement entendue. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui cherchait la confrontation, mais comme quelqu'un qui enfin refusait de détourner le regard. Il énuméra les faits, les journaux d'accès, la désactivation du système biométrique, l'absence de documents, la réapparition soudaine des boucles d'oreilles sur l'aura. Absolument tout, avec professionnalisme, franchise et sans fioriture. Et puis ce fut le silence. Un silence qui s'épaississait à chaque seconde. Camilla fut la première à craquer. Non pas par regret ou compréhension, mais par colère. Une colère vive et tranchante qui transperça la pièce. Elle se leva, se pencha sur la table et parla d'une voix tremblante entre indignation et peur. Elle exigea le respect, revendiqua le droit, brandit son poste, son titre, son autorité sur les archives. Elle affirma que nous l'accusions, sans preuve, que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'elle ne savait rien de l'origine des boucles d'oreilles. Mais le palais a sa propre vérité, une vérité pure non corrompue par la rhétorique. Et cette vérité se déployait devant eux à cet instant précis, des journaux de bord, des chiffres, des codes, bruts et implacables. Catherine a déclaré l'un des conseillers juridiques « Nous ne devons pas oublier que… » Mais je l'ai interrompu. Pour la première fois de toute cette lutte, j'ai senti que c'était mon moment. Non pas en tant que détentrice d'un titre, non pas en tant que princesse, mais en tant que gardienne de quelque chose que personne d'autre n'osait plus défendre. J'ai regardé Camilla droit dans les yeux, ressentant les années de tension qui s'étaient dissimulées derrière chaque sourire poli. Et j'ai dit calmement « Il ne s'agit pas de titre, il ne s'agit pas de statut, il s'agit d'honnêteté et de l'avenir de notre enfant. » L'effet fut immédiat. Le silence retomba dans la pièce, mais cette fois-ci d'une autre manière. Non pas sous la tension, mais sous le signe de la reconnaissance. Chacun savait que j'avais raison. Il ne s'agissait plus d'un simple faux pas, mais de reconstruire une confiance qui, une fois brisée, ne se rétablit jamais. Un des conseillers expliqua que la situation était si grave qu'il fallait suivre le protocole. Le palais, malgré toute la discrétion requise, était tenu d'imposer des sanctions internes dès lors qu'un membre de la famille royale abusait de son accès ou de son influence. Personne ne le disait ouvertement, mais tous pensaient la même chose, cela ne resterait pas impuni. Quand la décision fut prise, révoquer l'accès de Camilla aux archives gélèrent temporairement certains de ses pouvoirs, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Pas de tristesse, pas de regret, mais de la perte. Une peur viscérale et réelle de perdre le pouvoir. Peut-être qu'à cet instant, elle a compris pour la première fois que sa couronne ne pourrait pas la sauver, que cette vérité peut être plus puissante que le prestige. Elle essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle regarda William puis moi comme si elle cherchait quelque chose, qu'elle avait perdu, quelque chose qui, pensait-elle, la protégerait toujours. Mais certaines choses sont trop importantes pour être sauvées par des mots. Alors qu'elle se levait et quittait la pièce, j'entendis le bruit de ses talons sur le sol en marbre. Un claquement rythmé et résonnant qui s'estompa peu à peu. Un son qui sonnait comme la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Et tandis que la porte se refermait derrière elle, je sus que plus rien ne serait jamais comme avant. Que cette journée avait bouleversé le palais. Et que qu'on le veuille ou non, nous nous trouvions à l'aube d'une ère nouvelle où les certitudes d'antan n'allaient plus de soi. Mais une pensée ne cessait de résonner presque comme un avertissement. Et si la plus grande menace n'avait jamais existé à l'extérieur du palais, mais avait toujours vécu à l'intérieur de ses murs, cette question allait constituer la base de tout ce qui allait suivre. Je n'aurais jamais imaginé que la protection puisse prendre une forme aussi lourde. Ni bouclier, ni protocole, ni conseiller n'auraient pu me préparer à l'instant où je suis devenue la gardienne d'un héritage qui n'était même pas le mien, mais dont je me sentais plus responsable que n'importe quel titre, rôle ou obligation. Les jours qui ont suivi la réunion du conseil ont résonné comme une série d'échos silencieux. Pas de cris, pas de déclarations publiques, pas de gros titres à la une. Seulement des décisions, difficiles, nécessaires et irréversibles. La première étape consistait à mettre en sécurité les affaires de Diana. L'aile Héron avait été endommagée non pas physiquement mais dans la confiance. L'espace qui avait jadis semblé sacré était désormais souillé. L'idée qu'une personne ayant accès au lieu du pouvoir et de l'opportunisme ait pu y pénétrer et réécrire l'histoire planait comme un voile sur chaque recoin de cette pièce. William et moi avons donc décidé que les choses devaient changer. Non pas temporairement, mais définitivement.
La nouvelle salle d'archives n'était plus une simple pièce, mais une véritable forteresse. Ses murs étaient renforcés d'acier, ses portes équipées d'un double système de reconnaissance biométrique, couplé à un système de vérification piloté par l'IA qui contrôlait non seulement les actions de chacun, mais aussi leurs dates et leurs motifs. Le titre ou le grade n'étaient plus pris en compte. Seule l'identité et la responsabilité comptaient. Je traversais la pièce au moment où elle terminait. Point de splendeur classique, pas de lustre, ni d'ornement comme dans le reste du palais. Juste une lumière crue du verre froid et une tranquillité qui naissait de la certitude que, enfin, rien ni personne ne pouvait perturber l'intimité. Au centre se dressaient 2 nouvelles vitrines. L'une pour la bague en saphir, symbole emblématique de Diana. L'autre pour son bracelet de mariage. Je restais là ganté, déposant délicatement les morceaux à leur nouvelle place. J'avais presque l'impression d'accomplir un rituel. Comme si je ramenais quelque chose à un endroit où il ne serait plus jamais abîmé. Et pour la première fois depuis des jours, je sentis mon souffle libre. Non pas parce que la tempête était passée, mais parce que je savais que j'avais préservé un fragment de son avenir. William entra dans la pièce d'un pas feutré mais résolu. Il observa les vitrines, les documents étalés, puis moi. Et alors je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, du soulagement mêlé de fierté. Fier d'avoir osé le faire. Oser choisir ce qui était juste, même si cela impliquait de limiter celle que le monde appelait reine. Ce jour-là, il signa la loi sur la préservation du patrimoine héréditaire, un document qui liait à jamais l'héritage de Diana à ses descendants biologiques. Sans échappatoire, sans interprétation, sans exception. Chacun savait à qui elle était destinée, et à qui elle ne l'était pas. Ce n'était pas une punition, du moins pas au sens légal du terme. Mais moralement, c'était la plus grande réprimande infligée par le palais depuis des années. Le nom de Camilla n'apparaissait plus dans aucun contexte lié à Diana. Elle a disparu des archives des invitations et des groupes commémoratifs. Non par vengeance, mais par protection. Une protection qu'elle avait elle-même rendue impossible par ses propres choix. Lorsqu'elle quitta Clarence House, presque incognito, sans cérémonie ni explication, Londres me parut différente. La ville continua de vivre comme à son habitude. Les bus circulaient, les touristes riaient, les gens buvaient leur café sans même se douter du changement qui s'était opéré entre les murs du palais. Mais je savais que nous avions ouvert un nouveau chapitre, discrètement, civilisé, mais irréversiblement. Le palais le sentait aussi. Les conseillers se déplaçaient avec plus de prudence, mais aussi plus ouvertement. On murmurait que c'était un tournant, que William et moi changions de cap. Un cap non plus fondé sur la dissimulation des erreurs, mais sur la responsabilité, l'intégrité. Dans les semaines qui suivirent, je me promenais souvent avec Charlotte dans les jardins de Kensington. Elle était inconsciente de la tempête qui grondait derrière nous. Son monde était rempli de marguerites, de papillons et d'histoires. Mais lorsqu'elle me demanda si elle pourrait un jour porter des boucles d'oreilles, comme grand-mère Diana, je ressentis une douce mélancolie, un mélange d'amour et de responsabilité. Je la regardais et vis non seulement une enfant, mais une héritière. Le symbole futur d'une lignée trop souvent blessée par les intrigues, les rivalités et les tentatives de réécrire l'inaltérable. Et je me suis dit un jour, elle comprendra pourquoi nous avons mené ce combat. Pourquoi nous avons dû faire la guerre en silence caché du monde. Pourquoi certaines batailles se gagnent non pas à l'épée, mais avec courage. L'esprit de Diana avait toujours hanté cette maison, tantôt un murmure, tantôt un souvenir. Mais à présent, elle n'était plus un fragile héritage à exploiter. Désormais, elle était en sécurité, capturée, intouchable. Et lorsque je suis entré une dernière fois dans les archives ce soir-là, j'ai contemplé les vitrines, la lumière se reflétant doucement sur le saphir. Et j'ai senti qu'en moi, quelque chose avait changé. Non pas que je m'étais endurcie, mais que j'étais devenue plus forte, moins prisonnière des ombres du passé et plus tournée vers la construction d'un avenir où la vérité, le respect et la responsabilité ne seraient plus des choses à défendre, mais des valeurs que nous tiendrions pour acquises. Et pourtant, au fond de moi, une question continuait de me hanter. Que de secrets encore enfouis sous les apparences de ce palais? Et jusqu'où dois-je aller pour empêcher l'histoire de se retourner à nouveau contre nous? L'avenir nous le dira. Mais une chose était sûre, je serai là. Pour mes enfants, pour William, pour elle, pour la vérité.